Les pointeurs dont nous venons de détailler l'usage jusqu'ici sont les bons vieux pointeurs à lacets qui sont sans doute les plus polyvalents, les plus puissants, mais aussi les plus dangereux. En effet, nous avons vu que leur utilisation nécessite une grande rigueur. Tout ce qui est alloué par le programmeur, comme mémoire pointée par ces pointeurs, doit être systématiquement désalloué par le programmeur. Et cette grande rigueur est parfois difficile à respecter de façon systématique. Si l'on veut allouer de la mémoire dynamiquement, on peut, depuis C++11, avoir recours à des types de pointeurs un petit peu plus confortables d'utilisation, qui nécessitent moins de précautions de la part du programmeur. Il s'agit des pointeurs intelligents que je vais brièvement vous présenter maintenant. Les pointeurs intelligents, que vous pourrez trouver dans la littérature anglophone sous le vocable de Smart Pointers, sont utilisables en incluant la bibliothèque Memory. Ils ont la spécificité de faire leur propre delete au moment opportun. Ça veut dire qu'ils gèrent la restitution de la mémoire associée par leurs propres moyens. Le programmeur n'a plus à se préoccuper de la restitution de la mémoire. Et donc, on va éviter par ce biais-là l'oubli de delete qui cause de nombreux soucis avec les pointeurs à lacets. La gestion de la mémoire par les pointeurs intelligents fait appel à des techniques dites de ramasse-miettes ou de garbage collecting. Il existe en C++11 trois formes de pointeurs intelligents, les UniquePTR, SharedPTR et WeakPTR. La distinction entre l'une ou l'autre de ces formes est essentiellement relative au nombre de pointeurs d'un même type pouvant référencer une même zone mémoire. Par exemple, dans le cas des UniquePTR, il ne peut y avoir qu'un seul UniquePTR pointant une zone mémoire dynamiquement allouée comme celle-ci. La situation où on aurait un deuxième UniquePTR pointant sur la même zone mémoire dynamiquement allouée n'est pas possible. A contrario, les shared et weakPTR peuvent être plusieurs à pointer simultanément sur la même zone mémoire dynamiquement allouée. La distinction entre shared et weakPTR sera esquissée brièvement dans ce qui suit. Les pointeurs à lacets permettent de tout faire. Ils permettent notamment, dans certaines situations, de faire en sorte que deux pointeurs différents, références, pointent vers la même zone mémoire. Cela implique une grande rigueur, de grandes précautions de la part du programmeur. Imaginez par exemple que dans une partie du programme, je fasse delete P2. Ceci va avoir pour incidence que la zone mémoire pointée par P2 est désallouée, et par là même, celle pointée par P1 aussi. Donc c'est au programmeur à être suffisamment précautionneux pour garantir que les restitutions de mémoire qu'il opère n'ont pas d'incidence fâcheuse sur une autre partie du programme. Si l'on veut éviter ce genre de tracas et si l'on sait qu'a priori il n'y a pas de nécessité à ce que plusieurs pointeurs références soient propriétaires d'une même zone mémoire, alors en C++11 on aura plutôt recours à la notion de UniquePTR. Donc nous avons vu que ces pointeurs sont tels qu'il peut y avoir qu'un seul et unique UniquePTR référençant une zone mémoire dynamiquement allouée. Donc la situation où on aurait deux UniquePTR référençant la même zone n'est pas possible. Donc la situation que nous avions tout à l'heure n'est désormais plus possible. Cela va éviter les confusions justement que nous avons décrites, et il en découle une conséquence assez logique, vu qu'il ne peut y avoir qu'un seul et unique UniquePTR pointant sur la zone mémoire, eh bien les UniquePTR ne peuvent pas être copiés. Concrètement, en C++11, si je veux déclarer initialiser un UniquePTR, eh bien j'aurai recours à la syntaxe suivante. Donc UniquePTR, je dois indiquer sur quel type de zone mémoire est capable de pointer le UniquePTR. Donc ici, je déclare un UniquePTR capable de pointer sur un entier. Et évidemment, je lui donne un nom. Pour l'initialiser, eh bien c'est un pointeur, donc c'est une adresse. Et donc je peux l'initialiser grâce à l'adresse d'un objet dynamiquement alloué. Ce que je sais faire pour un entier, par exemple, par le biais de ce genre de tournure. Maintenant, si j'essaye de créer une copie de ce UniquePTR, donc en déclarant un pointeur P1 et en y copiant la valeur de P2, eh bien ceci, en C++11, n'est pas licite. Ceci pour garantir qu'il n'y ait pas justement deux pointeurs de type UniquePTR pointant sur la même zone mémoire dynamiquement allouée. Les UniquePTR ne peuvent donc pas être copiés, mais en revanche, ils peuvent être déplacés, c'est-à-dire transmis plus loin. Le C++11 met en effet en œuvre ce que l'on appelle la move sémantique, qui est une notion qui dépasse un peu le cadre de ce cours, mais que je vais brièvement esquisser par la suite. Donc par rapport à la syntaxe, pour bien établir la syntaxe, un petit exemple de déclaration initialisation d'un UniquePTR. Donc ici, je déclare un UniquePTR PX qui est capable de pointer sur un entier. Un UniquePTR est un pointeur comme un autre dans le sens où il doit contenir une adresse. Et ici, il contient l'adresse d'une zone dynamiquement allouée, d'un entier dynamiquement alloué.
Pour le reste, eh bien, les unique PTR vont s'employer comme les autres pointeurs qu'on a vus jusqu'ici. Par exemple, on peut accéder au contenu pointé par le unique PTR au moyen de l'étoile, comme nous avions l'habitude de le faire avec les pointeurs à lacets. On peut bien sûr parfaitement déclarer un vecteur, un tableau dynamique de unique PTR. Ici, vous avez l'exemple d'un tableau dynamique qui s'appelle nom et dont les cases sont des unique PTR capables de pointer sur des zones mémoire de type chaîne de caractères. Au moment de l'initialisation de ce vecteur, nous avons recours à de l'allocation dynamique pour aboutir à la situation suivante. Donc notre tableau nom contient deux cases, deux cellules, dont chacune contient l'adresse d'un objet dynamiquement alloué. Donc, la première case contient l'adresse d'une zone dynamiquement allouée contenant la chaîne de caractères Pierre. Et la deuxième case du tableau contient l'adresse d'une zone dynamiquement allouée contenant la chaîne de caractères Paul. Donc ici, chaque case du tableau va pointer de façon unique vers une chaîne de caractères grâce à la notion de unique PTR. Dernier exemple pour illustrer notamment la notion de déplacement par rapport à celui de copie. Donc ici, on imagine que dans un programme, on dispose d'un type personne, qui est par exemple une structure représentant la notion de personne et dont l'un des champs serait par exemple le nom de la personne, de type chaîne de caractères. Donc on veut, au travers de la fonction naissance, créer un nouvel objet de type personne et retourner l'adresse de cet objet stocké dans un unique PTR. Donc la ligne de code qui est en charge de créer ce nouvel objet est la suivante, et la création de l'objet se fait par une allocation dynamique. On crée dynamiquement un objet de type personne. L'adresse de cet objet est stockée dans la variable bb, qui est de type unique PTR sur une personne. Donc on imagine ici que par la suite, on fasse les initialisations nécessaires sur la variable bb, notamment en mettant le nom de la structure de données avec le nom transmis à la fonction, et puis on transmet au monde extérieur l'adresse de l'objet en question que nous venons de créer. Donc nous nous trouvons dans cette situation. Au final, nous avons une variable bb qui contient l'adresse d'un objet dynamiquement alloué qui serait de type personne. Donc ici, le type stocké est de type personne. Plaçons-nous maintenant dans le contexte de l'utilisation de la fonction naissance. Donc ici, je déclare une variable adresse kidam qui est de type unique PTR sur personne et je l'initialise au moyen du unique PTR retourné par l'appel à la fonction naissance. Donc on pourrait imaginer ici que l'on soit dans cette situation, donc la variable bb contient l'adresse d'une personne, de la personne dont le nom est Pierre, et ici on pourrait imaginer que en réalité ce qu'on a fait ici c'est une copie de la valeur de bb dans une autre variable de type unique PTR qui s'appellerait adresse kidam. Donc ceci peut être parfaitement pris pour une copie. En réalité, ce qui se passe, c'est un déplacement, c'est-à-dire que ici, la valeur qui était dans bb est déplacée vers la nouvelle variable adresse kidam. Et donc, la variable bb n'est plus utilisable en soi telle qu'elle est, ce qui veut dire que l'on n'a toujours qu'un seul objet pointant vers l'objet personne, et donc on n'a pas cassé le fait qu'un unique PTR pointe vers un objet unique. Donc ici, on a implicitement utilisé ce qu'on appelle en C++11 la move sémantique. Ce qui se passe dans ce contexte précis n'est pas une copie, mais c'est un déplacement. C++11, c'est en effet qu'à ce stade-là, nous utilisons un déplacement et non pas une copie, de par le fait que ce que nous affectons à l'objet de type unique PTR est en réalité une donnée transitoire issue d'un appel de fonction. Donc c'est cette donnée transitoire issue de cet appel de fonction qui est affectée au unique PTR. Et dans ce cas-ci, eh bien, on sait qu'il y a un déplacement qui est mis en œuvre et non pas une copie.
Donc, les uniques PTR sont des pointeurs intelligents, ce qui veut dire que la mémoire qui est associée est restituée automatiquement, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Si par contre on voulait libérer cette mémoire de façon explicite, c'est aussi possible de le faire, et donc de faire le delete nous-mêmes. Et donc à ce moment-là, on utilise une fonctionnalité spécifique à ces pointeurs, la fonctionnalité reset. Et donc à ce moment-là, nous faisons l'appel ptr.reset qui aura pour conséquence de libérer la mémoire associée à ce pointeur et d'affecter la valeur nulle PTR au pointeur intelligent PTR. Les uniques PTR sont très sécurisés. Nous venons de voir qu'ils garantissent que chaque pointeur pointe de façon unique sur une zone mémoire, et donc ça implique une utilisation très sûre, et donc leur usage est recommandé dans toutes les situations où on peut le faire. Mais par contre, il est clair qu'ils ne vont pas couvrir tous les besoins, et dans certains cas, il est absolument inévitable de garantir que deux portions de code différentes utilisent la même zone mémoire. Et donc à ce moment-là, il faudra avoir recours à d'autres types de pointeurs intelligents, comme les shared PTR par exemple. Donc un shared PTR est tel que il peut être utilisé pour pointer sur la même zone mémoire. Donc ici, on peut imaginer la situation où on a une portion de code 1, une portion de code 2, et toutes les deux, en fait, pointent par le biais d'un pointeur de type shared PTR sur la même zone dynamiquement allouée, qui serait celle-ci. Techniquement, pour qu'il puisse y avoir restitution automatique d'une zone mémoire référencée par des shared PTR, il faut donc qu'il y ait une comptabilité des différentes zones, portions de code qui référencent cet emplacement mémoire. Donc on ne peut désallouer automatiquement cet emplacement que lorsque plus personne ne l'utilise. Et il peut y avoir des situations de dépendance cyclique qui fait que l'on n'arrive plus à restituer proprement la mémoire en utilisant des shared PTR. À ce moment-là, en combinaison, il va falloir utiliser des weak PTR qui vont permettre de casser les cycles éventuellement induits par des shared PTR. Donc ceci est évidemment très avancé par rapport au contenu du cours. Le message essentiel que je souhaitais faire passer est l'existence de ce genre d'outils sans entrer en profondeur dans leur utilisation. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que si l'on veut utiliser dans un cadre simple des pointeurs et que l'on n'a pas besoin de faire en sorte que plusieurs pointeurs référencent le même emplacement mémoire, la solution à privilégier absolument est celle des uniques PTR qui est sécurisée, qui ne pose pas de complications induites par les autres types de pointeurs intelligents. Les pointeurs sont un vaste sujet, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, en particulier sur les pointeurs intelligents. Nous n'avons fait que les présenter brièvement pour que vous sachiez que ça existe. Pour l'essentiel, nous nous sommes attardés à bien comprendre ce qu'était un pointeur classique à lacet, que vous aurez l'occasion de très souvent rencontrer encore dans la littérature.